réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au Québec, le gouvernement dépense annuellement 60 milliards de dollars en santé. C'est 50 % de plus qu'il y a 6 ans. Alors, collectivement, on risque de frapper un mur si rien n'est fait pour diminuer à tout le moins le rythme des augmentations. Mais comment on peut faire ça, là? Il est question de santé, de soins médicaux. C'est difficile de couper. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, propose un plan. C'est axé sur la prévention. Il est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Oui, bonjour, M. Quentin. M. Dubé, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez en tête avec ce programme de prévention. Bien, écoutez, c'est assez clair qu'on a regardé les meilleures pratiques dans le monde et les organisations de santé, puis je pense beaucoup dans les pays scandinaves, qui sont capables d'avoir des coûts de santé meilleurs et d'avoir une meilleure couverture de la population, parce que peut baisser les coûts, mais si les gens sont pas couverts, on n'a rien gagné. C'est des programmes où la prévention est très forte. Parce que on peut augmenter les coûts, essayer de réduire les coûts, mais il y a une chose qui est très claire, c'est qu'il faut baisser la demande. Et la demande des soins, la seule façon de baisser pour la demande des soins, c'est que les gens en amont de l'hôpital soient en santé, aient des saines habitudes de vie, et à ce moment-là, ils ont moins de chances d'aller à l'hôpital. Et ce que je vois dans des pays qui nous ressemblent, comme des pays scandinaves comme la Suède, etc., le Danemark, c'est des gens qui réussissent à limiter les maladies dans les 10 dernières années de la vie. Et ça, on était capable, comme société au Québec, on a un des meilleurs taux d'espérance de vie maintenant. En moyenne, on parle de 84-85 ans. Notre défi à nous, par exemple au Québec, c'est qu'on a énormément de maladies chroniques dans nos 10 dernières années de vie. Donc, on vit plus vieux, mais pas nécessairement en bonne santé dans les 10 dernières années. Alors, comment on peut faire pour enrayer ça? Ben c'est ça. Quand on pense à prévention, c'est là que je vous dis que les meilleures organisations, on peut penser aux saines habitudes de vie, mais est-ce qu'on peut penser, par exemple, à la génomie? Est-ce qu'on est capable la génomie, là, c'est d'être capable de séquencer de quoi sont faites vos cellules. Là, je résume ça simplement pour dire, toi, tu as peut-être plus de chances d'avoir l'Alzheimer à telle année, puis on pourrait prévenir l'Alzheimer chez toi si on savait que tu as plus de chances de l'avoir, que tes cellules souches sont ça. Vous me suivez? Oui. C'est d'être capable de voir d'avance qu'est-ce qui pourrait arriver à un patient, parce qu'il y a des pays qui sont déjà rendus là. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on dépense peut-être au Québec 1%, 1,5% de notre budget santé, que vous venez de dire, qui est astronomique. Mais il y a des pays en Europe qui dépensent 3, 4, 5% de leur budget sur la prévention. Et ça, à ce moment-là, permet à terme de diminuer la demande pour les services en santé. Bon, mais ça prendrait des investissements considérables, j'imagine. Vous évoquez le concept de la génomie, là, ça doit coûter cher, lancer un programme à grande échelle. Bien, quand c'est fait correctement, puis c'est bien planifié, puis c'est pour ça qu'on est allé voir on n'invente pas une politique de prévention tout seul dans un grand bureau, là. Là, aujourd'hui, on est allé l'expliquer, puis le docteur Boileau, qui est à la santé publique maintenant, que tous les Québécois connaissent, là, suite à notre pandémie, Dr Boileau a réuni tous les gens du réseau, puis a dit, dites-moi, là, si on veut avoir une vraie, réelle politique de prévention, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette culture-là? Parce qu'en ce moment, notre système de santé, il ne faut pas se le cacher, il est basé uniquement sur le curatif, comment on soigne les gens. Mais on n'est pas basé sur le préventif. C'est ça, ce changement de culture-là. Et c'est pas nécessairement des coûts. Vous avez raison de faire du séquençage, mais si on décidait un jour qu'on séquence, c'est-à-dire qu'on va tester les enfants à la naissance, puis que dans 10 ans ou dans 15 ans, tout le monde aura été séquencé, c'est tout un changement. Mais il y a des coûts qui sont très minimes. Pensez à faire plus de publicité, par exemple, sur la communication dans les écoles. Qu'est-ce que c'est que les saines habitudes de vie? J'ai donné l'exemple en présentation aujourd'hui.
Écoutez, les coûts de l'alcool, la consommation d'alcool, là, au Québec, sur le réseau de la santé, là, c'est 3 milliards par année. Le tabagisme, c'est 4 milliards par année. Alors, si on pense que juste de mieux communiquer aux jeunes puis à la population, que ces saines habitudes-là de vie vont peut-être leur permettre dans 10, 15, 20 ans d'avoir même. Alors, c'est vraiment un changement de commencer à travailler sur ce qu'on appelle l'important plutôt que l'urgent. Mais M. Dubé, vous n'êtes pas un peu étonné de constater que ce message-là n'est pas encore porté puissamment dans la population, des incitatifs à adopter de meilleures habitudes de vie, à consommer moins d'alcool, à ne pas fumer. Il me semble qu'il y en a beaucoup. On a vu des pubs là-dessus. Il y a des programmes qui sont faits par toutes sortes de groupes. Et malgré tout, vous constatez que le message ne passe pas suffisamment. Bien, je pense qu'il a passé sur certains thèmes. Prenons un exemple très concret, là, la cigarette, le tabac. Il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait à peu près 20 de la population qui fumait. On est rendu à 10-11 %. C'est quand même un changement important. Alors, quand on voit, c'est parce que les données changent ou les pressions changent. Faites juste penser au vapotage aujourd'hui, aux opioïdes. Je pense que si la communication tient compte exactement de ce qu'on vient de se dire, on va être capable, sans nécessairement un gros changement de coût, mais d'être capable d'orienter les endroits qui nous coûtent le plus cher et où on devrait faire ce changement de culture. OK. Concrètement, il arrive quoi? Votre programme que vous lancez aujourd'hui, je pense que c'est pour le printemps prochain? Oui, alors, tout à fait. Comment il va se déployer? Bien, il va se déployer. On a des gens, je pense entre autres, il y a des gens qui étaient là aujourd'hui. Je pense à Pierre Lavoie qui est sur le réseau de la santé, qui nous donne un coup de main de justement changer ses habitudes de vie, les marques. Je pense entre autres à Sylvie Bernier. Je pense aux gens c'est des gens qui veulent nous aider justement dans cette communication-là. Mais encore une fois, je le dis à M. Quentin, il faut aller chercher les meilleures pratiques dans le monde. Puis je pense que si on est capable de faire ce changement de culture-là, il faut que nos partenaires, que j'appelle là, qui sont très, très connus du réseau, puis c'est les fédérations de médecins, etc., qu'on mobilise tous ces partenaires-là pour être capable d'avoir une stratégie. Maintenant, l'opportunité qu'on a, M. Quentin, pourquoi qu'on voulait faire ça aujourd'hui, à un mois de la création de Santé Québec? C'est que là, on a une opportunité en or. Dans un mois, là, le ministère va se séparer des opérations, c'est-à-dire de la gestion de 350 000 employés, la gestion des hôpitaux, des GMF, etc., mais va garder un rôle beaucoup plus restreint, mais très focusé sur les orientations et non les opérations. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on demande au ministère, bien maintenant, votre focus va être beaucoup plus sur la prévention. C'est que ça, c'est des gens qui vont nous donner, là, dans les prochains mois, de s'assurer que le ministère est moins impliqué dans les opérations de tous les jours, mais vraiment impliqué dans des gestes comme la prévention. OK. M. Dubé, dernière question, dernier dossier. Là, vous avez vu sans doute cette pétition qui a été lancée par un organisme communautaire à Montréal, la Jarniguane. Vincent Marissal, le député de Québec solidaire, qui est critique de son parti en matière de santé, en a fait un peu la promotion également. Et c'est assez intéressant. Cet organisme-là dit essentiellement ceci, c'est que dans la profession médicale, on a de la misère à communiquer avec les patients, que les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, parfois avec une certaine clientèle, utilisent des mots trop compliqués, que les lettres, les formulaires sont trop difficiles à comprendre et à remplir, qu'on doit toujours passer par l'ordinateur et c'est pas tout le monde qui est capable encore aujourd'hui de passer par l'ordinateur. Comment vous réagissez à cette demande-là? Bien, moi, je réagis très bien. On parlait de communication tantôt pour la prévention. C'est exactement la même chose. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec Mme Biron, là, avec l'arrivée en force de Santé Québec au 1er décembre dont on parlait. Ça va être la première fois qu'on va avoir une personne dans son équipe qui va regarder les communications à l'échelle du Québec. Avant, on était tout en silo, puis ça se faisait dans les CIS et les CIUS. Mais là, ce qu'on veut avoir, c'est des gens qui vont nous dire, écoutez, si on veut justement mieux communiquer avec nos patients et de s'ajuster à chaque région, il faut avoir une approche très différente. Parce que vous savez, à Montréal, il y a un enjeu linguistique, mais il y a aussi des enjeux de régions où il y a plus de population vulnérable. Puis moi, je suis d'accord avec cette pétition-là, c'est de trouver une meilleure façon de communiquer pour rejoindre les gens. Alors moi, je pense qu'avec l'arrivée de Santé Québec, il va y avoir
je dirais, un focus beaucoup plus grand sur la communication avec nos Québécois. Alors, Santé Québec, ça commence officiellement le 2 décembre, hein? Le 1er décembre. 1er décembre. Je vous dis qu'on a très hâte que ça soit en place. Excellent. Ben, j'ai hâte de pouvoir vous en reparler. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Quentin. Bonne journée. Christian Dubé est ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'accueille un médaillé d'or olympique à l'émission. Salut Jean-Luc Brassard. Allô, Philippe. Alors, Jean-Luc, content de te retrouver. Ben oui, médaillé d'or aux Jeux olympiques de l'Île-et-la-Mer en 1994 en ski acrobatique. Et justement, Jean-Luc, on a pensé à toi aujourd'hui pour commenter cette étude qu'a publiée l'organisme Ouranos qui s'intéresse au changement climatique sur l'évolution du ski au Québec compte tenu des changements climatiques ou ce qu'on appelle dans le rapport les aléas climatiques. Alors, c'est quoi les aléas climatiques? C'est la hausse des températures moyennes hivernales, c'est les périodes de gel suivies de périodes de dégel et de regel, l'absence de neige naturelle au sol, les journées de pluie hivernales. Alors tout ça, Jean-Luc, ça fait qu'on se pose la question, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce qu'on va encore faire du ski en hiver au Québec? Bien, fort probablement pour le Québec, pour la grande partie de l'Amérique du Nord. D'ailleurs, l'étude stipule qu'au nord de la ville de Québec, c'est pas vraiment un problème pour l'instant. En fait, on le considère pas vraiment un problème. Pour le sud de la ville de Québec, mais ça va sûrement demander de petites adaptations et c'est facile à comprendre. Finalement, l'étude vient officialiser les constats que monsieur, madame, tout le monde peut faire, dans le sens que nos hivers ont beaucoup moins de neige, il y a plus d'épisodes pluvieux, il peut y avoir des redoux également. Alors tout ça, c'est des choses qui sont connues des centres de ski. D'ailleurs, cette dernière a participé activement à l'étude et c'est une industrie qui est assez résiliente parce que ces aléas forcent aussi les opérateurs de centres de ski à essayer de trouver des solutions pour devenir en opération 4 saisons sous d'autres formes, pas juste le ski, mais de profiter de ce terrain, l'immensité du terrain d'un centre de ski, des infrastructures sur place qui coûtent souvent des millions de dollars pour essayer d'être opérationnel, donc 12 mois par année ou à tout le moins plusieurs mois par année. Et ça a des avantages dans le sens que ça permet d'avoir une rétention du personnel, des employés d'une station, plutôt que de faire constamment de la formation saison après saison ou hiver après hiver pour retrouver le degré de qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jean-Luc, pendant l'été, par exemple, dans nos stations de ski, là, un projet qui pourrait être porteur et attirer beaucoup de gens? Bien, on le voit déjà, entre autres, un exemple facile, c'est ce qu'on retrouve, disons, à Sommet-Saint-Sauveur avec le parc aquatique qui est devenu de plus en plus populaire. Il y a Mont-Tremblant qui diversifie aussi son offre avec de la tyrolienne, des activités, des festivals, festival de blues, festival de ci, de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, dans une région, c'est peut-être moins évident dans la région de Montréal, mais dans certaines régions du Québec, le centre de ski fait aussi office de bâtiment communautaire. C'est souvent la plus grosse infrastructure qu'il y a dans le petit village aux alentours. Ça va être un apport touristique de premier ordre. Alors, ça devient des appels touristiques pour ces régions. Bon, ils ont tout intérêt à les mettre en œuvre, à les utiliser. On voit dans certains centres de ski qu'il y a des endroits, disons, comme Banff, bien connus dans les Rocheuses. C'est un endroit où l'hiver est la basse saison, ironiquement, parce que c'est l'été. Il va y avoir davantage de tourisme. Ouais. Même chose à Chamonix. Chamonix est une station où l'hiver, c'est la basse saison. L'été, il y a davantage de tourisme qui viennent profiter de tout ce que le village a à offrir. Puis à la limite, quand on regarde le petit village de Saint-Sauveur, c'est un village maintenant qui est devenu peut-être une 3e banlieue de Montréal, mais le centre de ski a longtemps été le vecteur touristique de la région en général. Le centre de ski fermait, jamais il y aurait eu cette quantité-là de restaurants qu'on retrouve entre autres dans le village de Saint-Sauveur. Maintenant, directement pour les centres de ski, ce que l'étude nous démontre, c'est que l'investissement en neige fabriquée devient primordial. C'est une question de survie pour ces centres de ski. Ça permet, cette neige fabriquée-là,
elle est davantage imperméable aux épisodes pluvieux ou de redoux parce qu'elle est très, très, très compacte. C'est des petites billes qui viennent se compacter, puis après ça, le passage répété des machines pour la compacter davantage fait en sorte que l'eau va davantage ruisseler dessus plutôt que percoler sur comme un manteau neigeux qu'on a alentour de nos résidences une fois l'hiver venu et qui va fondre très rapidement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oxygène dans ce manteau neigeux naturel. Et quand même le vent chaud entre, ben là, ça fait comme un effet ventilateur. Ouais, il y a des gens, Jean-Luc, qui disent oui, mais attention, là, sur le plan écologique, c'est peut-être pas génial parce que pour fabriquer de la neige artificielle, là, ça prend de l'énergie. Oui, ça prend de l'énergie, mais c'est évident. Mais tu sais, dans une grande entreprise comme certaines multinationales dans nos régions vont utiliser énormément d'énergie aussi pour fabriquer des matériaux. Et le siège social de ces entreprises-là sont souvent à l'étranger, sont souvent à l'extérieur. Alors oui, ça prend de l'énergie. Mais ça revient à la région immédiatement. $1 dépensé dans la région d'un centre de ski, ça va directement dans l'économie locale à ce moment-là. Et ça fait aussi, c'est pas toujours les meilleurs emplois comparativement peut-être à une multinationale, mais c'est des emplois, qui sont vecteurs de bonheur, là. Rarement, même par épisode de mauvais temps, on voit des gens qui sont malheureux sur un centre de ski. Et ça fait aussi quelque chose qu'on a à prendre en considération, parce que dans une société qui est de plus en plus moribonde, qui est souvent aplatie par des nouvelles négatives, où on se demande un peu qui sont nos voisins, qui nous entourent, qu'est-ce qui se passe avec la société, ben c'était peut-être un petit oasis de bonheur qui nous fait du bien là, d'aller prendre l'air. Et c'est chez nous, c'est facile d'accès, contrairement à ailleurs dans le monde, où il faut prendre l'avion, où il faut se déplacer à grands frais pour des grandes distances. Nous, il y a 80% de la population du Québec qui habite à moins d'1 heure d'un centre de ski. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'allers-retours. Et tout le monde, on l'a vu pendant la pandémie, il y a eu un exode vers les campagnes, vers les montagnes. Et le ski faisait partie un peu de cette offre-là qui incitait les gens à s'offrir une qualité de vie qui était différente. Donc, oui, ça prend de l'énergie. Ça n'en prend pas tant que ça. Évidemment, les centres de ski vont demander des tarifs préférentiels à certains moments à Hydro-Québec, tout simplement parce qu'elles y ont droit, en partie. Et puis ensuite, c'est parce que évidemment, ça fait vivre des régions. Sans les centres de ski, dans certaines régions, l'économie sera encore plus moribonde. Alors, tu demeures quand même confiant pour l'avenir de notre industrie du ski? Ah, absolument, de plus en plus même. Et je pense même qu'on va pouvoir avoir un bel élan touristique. Même, on aime aller voir ailleurs ce qui se passe dans nos grandes montagnes, mais on aime beaucoup revenir avec ce côté très chaleureux. Et je regardais encore l'actualité internationale. Plusieurs centres de ski en France ferment. Ça fait beaucoup les manchettes. Ceux qui sont en basse altitude, dans les Alpes, certaines banques refusent de prêter à des centres de ski selon la hauteur, l'altitude de la montagne. Mais nous, on n'a pas ce problème-là. On a de l'eau beaucoup. On est privilégié par ça et cette eau-là retourne dans les lacs une fois le printemps arrivé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Toujours le fun de te parler. C'est un plaisir, Philippe. Bonne émission. OK, bon week-end. Merci. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. OK, c'est l'heure de la chronique humeur de Hugo Meunier. Bonjour, Hugo. Bonjour, bonjour. Alors, on est le 1er novembre et tu veux nous parler de mort. Entre autres, mais je commencerai par vous demander si vous ressentez parfois une impression de déjà-vu. Ça arrive généralement lorsqu'un court délai, une sorte de glitch, entre le moment où l'information captée par un œil se rend au cerveau un petit peu en retard sur la même transmission par l'autre œil. Ça peut donner la sensation d'avoir vu quelque chose qui remonte à longtemps, même si on parle parfois d'un bug d'une petite fraction de seconde. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je veux dire que moi, j'ai pas de déjà-vu, en tout cas. Avec un œil, c'est impossible. Cette semaine, comme tu mentionnais, Philippe, je vais parler de mort. Il n'y a rien de joyeux, j'en conviens, mais ça sera une façon de prouver ici que je suis une personne profonde et pas seulement le clown de service de votre émission. Déjà que j'ai compris que je n'étais pas invité pour le quiz à Biz, où je vis une humiliation chaque semaine. Mais il faut dire que je suis le seul aussi qui attend la fin des questions avant de peser sur mon buzzer, contrairement à d'autres, puis je n'aimerais pas personne, mais que la mort, parce que le mois de novembre est le mois où l'on commémore les défunts avec la Toussaint, le jour des morts au Mexique, qui prendra tout son sens peut-être cette semaine si Donald Trump est élu dans quelques jours. Vous voyez, moi aussi, je suis capable de faire de l'humour intelligent. Il s'agit sinon pour nous d'une tradition catholique remontant à l'an 1000 en France, imposée par l'abbé de Cluny, qui n'a absolument aucun lien de parenté avec, oui, j'y vais, George Clooney. Merci. Bravo pour ta blague. J'aime ça des enfants. Je vais te donner 25 cents. L'abbé Lingus. Cluny de son prénom. Oui, il y a eu...
Bon. Biz a vraiment l'esprit d'Alton. Franchement, est-ce qu'il boit de la vodka? En novembre, on commémore aussi le jour du souvenir à la mémoire des soldats tombés durant la Première Guerre mondiale et en solidarité, je crois, avec les artisans de la série Les Armes qui ont interrompu leur tournage pour des raisons que je n'ai pas eu le temps de comprendre. Non, Philippe, il n'y a aucune photo de moi à côté du mot rugueur dans le dictionnaire. Par contre, à côté du mot auteur à succès, c'est différent. Selon préambule funeste pour dire que ces temps-ci, je pense parfois à la mort. Et là, inquiétez-vous pas, c'est pas un appel à l'aide, c'est plus d'un point de vue philosophique. Je suis pas le seul, on dirait, selon un sondage plus ou moins crédible sur les peurs des Canadiens, rapporté par notre camarade Fred Labelle plus tôt cette semaine à l'émission de l'Agacé, la mort serait la peur numéro 1 des Canadiens. Fait intéressant, la mort ne figure pas du tout en haut du palmarès des principales peurs au Québec, où l'on retrouverait plutôt en tête de liste les hauteurs, les araignées et la peur de l'échec, soit les 3 affaires qui excitent le plus Spider-Man. Désolé, c'est une grosse semaine. Pour moi, en tout cas, c'est nouveau d'avoir peur de la mort. Pourquoi? Bonne question. Peut-être parce que le temps file. Bruce Springsteen a 75 ans. Même Fadoua a dépassé 20 ans. Mes enfants grandissent, mes parents vieillissent, mes grands-parents sont morts depuis un bout, mais contrairement à eux, je n'irai pas faire du trampoline, oui, j'ai le droit, sur des nuages fluffy à côté du petit Jésus au paradis. Ma mort à moi, dans une perspective 100% athée, risque de se terminer aussi abruptement que le mandat d'une directrice de la DPJ. Sur mon avis de décès, on lirait sans doute C.J. Hugo Meunier. Il laisse dans le deuil une femme et des enfants enfin libérés de son joug tyrannique, une Catherine Beauchamp inconsolable, une surprenante collection de cartes de hockey sans valeur, sauf peut-être une Mario Lemieux au pitchy recrue, un peu magané dans les coins, quelques squelettes dans son placard et des performances de quiz désastreuses. PS, la cigarette, la drogue, la malbouffe, le stress, le manque de sommeil et l'alcool tuent pour vrai. Sans farce, j'ai réalisé assez récemment que j'allais pas être éternel, surtout que j'ai même pas encore ma page Wikipédia, et que mourir avant 50 ans avec une réputation de gars de party, c'est pas super glorieux. Même quand j'ai failli me tuer il y a quelques années en voyage, en m'encastrant dans une table en vitre en état d'ébriété avancée, tout vrai, allez googler ça, j'avais même pas conscience encore à ce moment-là de la fragilité de la vie. Mais là, j'imagine des affaires comme mes enfants assis dans la première rangée de l'église à mes funérailles, pendant le discours hommage du propriétaire du karaoké Normandie, racontant en pleurs que son chiffre d'affaires s'est effondré depuis mon trépas. Moins héroïque, mettons, qu'il est mort en sauvant des bébés d'un immeuble en flammes. C'est peut-être pour ça que je viens de commencer à me mettre au jogging, mais je fais ça incognito. J'ai tellement chialé contre les gens qui mettent leurs statistiques sur Strava que vous n'êtes pas à veille de voir une photo de moi en train de croquer dans une médaille. J'ai aussi essayé cette semaine de me faire enlever une bosse louche apparue récemment sur mon poignet. En fouillant sur Internet, j'ai découvert qu'il s'agit d'un kyste synovial. Après avoir vécu l'épisode complet d'Astérix dans la Maison des Fous, juste pour me rendre dans le cabinet du médecin, ce dernier m'a dit au sujet du kyste que c'était plus de trouble de m'en séparer que de l'endurer. C'est drôle, je me dis exactement la même chose dans mon couple. Batterie? Non, même pas. Bon. Anyway, si je souhaite quand même... Merci. Si je souhaite quand même m'en débarrasser, le docteur m'a conseillé d'aller au privé. Pour un mal persistant au bras depuis mon accident de bicycle, il m'a orienté vers un physio. Pour ma haute pression, il m'a conseillé de perdre du poids et de faire des suivis en pharmacie. Je suis sorti de là très fier de notre système de santé gratuit. Mais bon, je sais que c'est rien de grave et que ma bosse suspecte n'est pas une bonne raison de faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir au Québec. Pas le choix donc de m'accrocher à la vie et de mettre les chances de mon bord et essayer de dépasser Jeannette Bertrand. Mais en vieillissant, peut-être que le vrai défi, ça va être d'essayer de pas trop être blasé. Avez-vous comme moi l'impression de tourner en rond parfois? De rejouer sans cesse dans le même film? C'est peut-être finalement ça, l'impression de déjà-vu à laquelle je faisais, oui, référence au tout début. Oh, c'est pas la fin, mais c'est... Une autre catastrophe naturelle, cette fois les inondations monstrueuses en Espagne. Une autre absurdité, comme jeter en prison des activistes au lieu de s'en prendre à ceux qui font rien pour freiner l'urgence climatique. Une autre campagne électorale où on s'engage à être le président de tous les Américains. Une autre émission spéciale sur le sujet au 98.5 avec Philippe Quentin, Valérie Baudouin. Un autre humoriste cancellé qui annonce son retour. Un autre gala de la disque en fin de semaine où je connais absolument personne en nomination. Heureusement, Daniel Bélanger est là pour tout rafler, ménager un peu. Et j'aurais une petite pensée pour Carl Tremblay quand ces cowboys iront chercher leur trophée pour la fin du show, la chanson probablement de l'année, j'ai l'impression. Presque un an déjà que Carl Tremblay nous a quittés et pas mal certains qui me diraient de m'affermer avec mon spleen sur la mort. Pas mal certains aussi qui auraient aimé ça que le show dure 2-3 rappels de plus. Mm-hmm. Oh. Quelle fin! Bravo!
Bravo, Hugo. Merci. Quand tu te forces, c'est pas pire, hein? C'est vrai que j'aurais de la peine. Oui. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est langoureux comme musique. Excellent pour lancer la chronique dating avec Mika Guerrier et Fadois Lapierre. Oui, alors aujourd'hui, on voulait vous parler du phénomène de cuffing season, donc la saison du menottage. Et là, on n'est pas dans des choses un peu sexuelles. Ben, on pourrait. Parle pour toi. Parce que dans le fond, c'est avec la noirceur, le temps froid qui arrive, on voit que c'est un phénomène qui est documenté, que les gens veulent plus se caser. Donc, c'est à peu près du mois de novembre à la Saint-Valentin. On recherche des relations stables, exclusives, mais sur courte durée, donc quelques mois, pour faire du Netflix and chill, prendre la fondue, donc plein d'activités comme ça. Ou t'accompagner pour le temps des fêtes, mais ça, c'est un autre dossier. Moi, j'appelle ça l'hibernation amoureuse, en fait. C'est que tu veux pas hiberner tout seul. Tu sais, être à l'intérieur, regarder des films tout seul avec ton chocolat chaud ou ta tisane, c'est selon ta petite couverte. C'est le fun d'avoir quelqu'un à côté de toi qui produit de la chaleur. Moi, j'ai une théorie autour de ce qu'on appelle en anglais le cuffing season. Moi, je pense que c'est juste une question de rythme. Parce que au printemps, tout le monde sort, tout le monde est content, on a envie de rencontrer du nouveau monde. Puis là, t'as envie de frencher, hein, t'as envie de exact, au mois de mai, à peu près mai-juin. Fait que là, tu commences à frencher au mois de mai-juin. Là, rendu au mois de juin, tu commences à aller dans des festivals. Puis là, comme par hasard, tu rencontres quelqu'un. Tu commences à fréquenter au mois de juin, mois de juillet. Puis là, quand tu comptes à peu près là, de juin à aller à octobre, ça fait à peu près 4 mois. Puis là, après 4 mois, ben là, faut se décider. C'est-tu sérieux? C'est pas sérieux? Qu'est-ce qu'on fait? Mais comme la saison froide arrive, il y a beaucoup de gens qui disent « Bah, tant qu'à faire, on va sortir un peu moins. Pourquoi pas rester avec la personne qu'on a fréquentée tout l'été? » Il y a des études qui disent que le froid Il y a des études là-dessus. Oui, qui disent que le froid augmenterait le sentiment de solitude. Donc, peut-être vu qu'on est plus casanier, comme tu dis, on a moins envie de sortir. Mais si vous passez l'hiver ensemble, là, grosso modo, c'est de ça dont il s'agit. Est-ce que ça va jusqu'à aller au party de Noël pour présenter à la famille Excellente question, nouveau ou la nouvelle Philippe. élue de notre cœur? Moi, honnêtement, non. Pour plusieurs raisons. Non, mais parce que c'est une grosse étape. Quand tu te rends à Noël, là, c'est déjà pas pire. Mais moi, j'attends toujours un Noël de trop. T'es mieux d'attendre un Noël de trop que de faire un Noël trop vite. Oui, parce qu'il y a tout le temps du monde. C'est malaisant. Puis, t'amènes-tu quelqu'un pendant le temps des fêtes? Puis là, si tu fréquentes quelqu'un, c'est toujours un peu délicat. Moi, je préfère mettre 4 sur table. Moi, Noël, je passe avec ma fille et sa mère. Je passe Noël avec les gens que j'aime. Oui, exactement. Ça va être vraiment bon pour cruiser. C'est ça. Biz va passer l'hiver seul, je vous l'annonce tout de suite. Avec ma famille. Oui, c'est ça. Mais ça commence à devenir un peu intense rendu au temps des fêtes. Fait que je laisse un peu de nébuleux là-dedans. J'ai une question. Mais qu'est-ce que vous faites si, justement, l'accolade de 4 mois hivernale ne fonctionne pas? Tu sais, je veux dire, est-ce que vous osez flusher à mi-saison? Oui, mais c'est parce qu'après, il y a un moment... Mais Fadois en parlait, la cuffing season, c'est jusqu'à où? La Saint-Valentin. Et c'est pas un hasard. C'est pas parce que l'hiver achève, puis le printemps arrive, puis la marmotte est sortie. Non. C'est parce que le 14 février, c'est une autre date où il y a de la pression. On parle du temps des fêtes, mais la Saint-Valentin, là, ça va commencer à faire un bout. Si vous voyez déjà depuis le mois de juin, vous êtes rendu à la Saint-Valentin. Voilà. Est-ce que je fais un cadeau ou pas à la Saint-Valentin? Mais est-ce que tu fais un cadeau à Noël avec la personne avec qui tu hibernes? Autre excellente question. Fadois, tu fais quoi, toi? C'est pas pour rien, Valérie, que toi et moi, on anime l'émission spéciale sur les élections. On ne fait que poser de très bonnes questions. Moi, je ferais plus une activité spéciale, admettons aller à l'hôtel avec la personne, un spa, etc., que donner quelque chose de significatif. Si ça fait juste un mois qu'on se voit. Pas une petite photo de vous deux encadrés, mettons. Je vous donne mon truc, les amis. Une journée pendant le temps des fêtes, c'est ce qui est le fun du temps des fêtes. Moi, j'aime passer du temps avec, justement, les gens que j'aime et les gens que j'apprécie aussi, mes amis. Une journée spa pendant le temps des fêtes, c'est l'idéal. Et très souvent... Parce que Fadois, tu fais du mansplaining. Non, attends. Non. Mais genre, le 25 décembre, parce que tout le monde est parti dans sa famille. Tout le monde, il n'y a pas grand monde de libre. Elle a une famille, elle aussi, cette fille-là. Oui. Elle a le droit d'être avec les gens qu'elle aime mais aussi. si elle a le goût d'être avec toi puis c'est toi qu'elle aime, tu fais quoi? Mais c'est de la manipulation. Parce que tu vas la flécher à la Saint-Valentin. Mika, il est comme Donald Trump, il veut la défendre, qu'elle veuille ou non. Mais pour ça, c'est bien envoyé quand même.
Oh Dieu, ici. Les couteaux Volvo, Hugo. Oui. Tu comprends ce que je vis toute la semaine maintenant? Cligne des yeux si t'es en danger. T'es pas seul. On dit qu'il y a même un code vestimentaire là, du cuffing season, genre parce que là on va trouver la personne sexy en coton watté, en jogging, on va vouloir ça va nous attirer aussi. Donc non, c'est vraiment je sais pas, toi, est-ce que tu as déjà ton cuffing partenaire? En fait, moi non, pas du tout, mais vous le savez, ma vie est plate, il se passe jamais rien dans ma vie. Non, moi j'aime bien prêter mon coton watté et avoir une couverte aussi. Moi je magasine, moi c'est la période où je magasine ma couverte pour la saison, une grande couverte assez grande pour 2 personnes qui peut envelopper nos 4 pieds ensemble. Est-ce que tu changes de couverte avec la personne qui change à chaque fois? Non, mais c'est juste non, tu la laves par exemple. Il lui donne la couverture quand il la quitte. C'est ça. C'est comme un cadeau de départ. Tu reviens avec son autographe. Oui, puis tu reviens. Peux-tu m'enlever mon coton ouaté, s'il vous plaît? Non, c'est parce que tu pars avec, mais il faut que tu reviennes avec ta couverte quand tu viens chiller à la maison. C'est l'idéal couverte. Oui, c'est ça, exactement. Mais sans blague, sur les applications, on le voit, là. Moi, il y a beaucoup plus d'interaction qui se fait. J'ai plus de gars qui lèvent la main. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, Fadwa, ces temps-ci? Plus qu'à l'été, je te dirais. Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent clairement, genre, recherche partenaire pour saison hivernale? Oui, pour hiberner. Il y a des petites blagues comme ça. Oui, puis c'est drôle, puis c'est cute, mais souvent, c'est beaucoup dans le non-dit, puis c'est juste dans les habitudes. Quand tu rencontres des gens, tu te rends compte que, plus ça approche, c'est drôle, les gens s'attachent, ils ont plus envie de te voir puis de faire un peu de cocooning. Et on dirait que la sérotonine d'une nouvelle relation nous aiderait à combattre la dépression saisonnière. Donc, allons frencher pendant l'hiver. Voilà. Oh, quel bon conseil. Ouais. Je serais pas déprimé, moi, cet hiver. Il devait avoir ce phénomène-là pendant la pandémie, de trouver un partenaire de fin du monde. Là. Oui, puis la pandémie, ça a créé beaucoup de couples, d'ailleurs, qui se sont défaits après la pandémie. Et vous vous rappelez de mon ami dont je vous parlais avec, j'allais dire avec Sébastien, avec Biz. Lui qui part en voyage. Dernière, qui allait en voyage avec, bravo. Lui, justement, c'est pendant la pandémie que ça s'est développé et comble de hasard, plusieurs années plus tard, sont encore ensemble dans un couple qui est pas vraiment un couple, puis ils sont bien. Dans le fond, c'est des cuffing partners depuis à peu près 5 ans. Moi, j'ai fini avec ce gars-là. On a fait 5 la ans pandémie. On appelait ça des Pillow Friends. Puis après ça, 10 ans de... Des quoi? Des Pillow Friends. Des amis d'oreiller. Puis après ça, après 5 ans de ça, moi, je me suis tannée. Puis mais ça, c'est on a commencé à sortir ensemble. Des amis avec bénéfice, un peu? Oui, mais on faisait des voyages. C'est maintenant que tu nous dis ça, Catherine. Mais... Ça fait 1 an quasiment, cette chronique, et c'est maintenant que tu nous dis ça. Mais ça fait 10 ans qu'on est vraiment ensemble. On a pris une décision un moment donné. Mais êtes-vous vraiment ensemble? Oui, c'est ça. OK. Ou comme dirait une de mes amies de l'époque, elle a dit, moi, je sortais avec lui, mais pas lui. Oui. Bill, tu sembles dubitatif. Oui, je prends des notes. Moi, personnellement, je préfère monter le chauffage plutôt qu'offrir une couverture. Et porter des tucs aussi, hein? Oui. Toujours prêt, mais tu vas avoir froid à un moment donné. Bill, toi aussi, tu vas avoir besoin d'être réchauffé. Puis toi, j'imagine qu'en sans plus, doute. si tu signes une couverture, la fille peut aller la vendre après. C'est ribé. Ça va peut-être pas marcher avec Biz, mais je suis riche! La couverte à bise. C'est ça. Très marketplace. Après le quiz, la couverte. Parfait. Fadwa, pour conclure. Donc, on vous revient avec nos histoires en février. On vous dira comment ça s'est passé. OK, bon, excellent. Merci beaucoup. On en apprend. Il n'y a plus de chronique jusqu'en février. Oui, c'est ça. Ils vont renouveler les thèmes. Tu peux être sûr qu'ils vont Ça va renouveler les devenir un show thèmes. de dating. Ouais, Si vous voyez Fadwa arriver avec une de mes couvertes, sachez qu'il n'y en aura plus de chronique. Oh, mon Dieu!